Bonjour à tous. Alors, je vais tenter de vous présenter deux choses. D'abord, la prise en compte du patrimoine archéologique dans les forêts d'Occitanie. Alors, c'est assez light, hein, mais c'est aussi pour lancer le débat après sur la prise en compte de la gestion forestière dans les forêts publiques. Et puis, n'hésite pas, Pierre, hein, si j'oublie des choses. Et puis également un deuxième point, parce que ça peut vous intéresser aussi, sur le LIDAR, puisque nous, tout ce qui est végétation, on ne l'exclut pas, on l'analyse justement, et donc c'est pour vous montrer également ce qu'on peut faire avec le LIDAR sur la végétation, puisque la thématique étant les forêts d'Occitanie et les usages des forêts, justement, ça me semble intéressant aussi de voir comment on approche la gestion des forêts. Alors, au niveau des cadrages et des documents actuels, donc on a une note de service qui date de 2009 sur la prise en compte du patrimoine archéologique dans la gestion forestière, et donc qui indique notamment la consultation systématique de la DRAC sur les programmes d'aménagement, les aménagements forestiers étant les plans de gestion de nos forêts qui sont établis sur 20 ans, pour connaître les vestiges et les prescriptions associées. Voilà. Il y a également le fait que la localisation des sites archéologiques est non diffusable au public, donc ne figure pas dans les plans de gestion, dans les aménagements forestiers. Également de faire remonter les découvertes fortuites qu'on peut faire en forêt. Et également aussi des prescriptions, enfin le rappel à la réglementation telle qui a été présentée précédemment, et également les prescriptions de gestion qu'il peut y avoir de façon générique sur des sites, quoi. Donc, c'est on va dire, le cadrage de référence pour l'archéologie en forêt à l'Office national des forêts. Également, il institue la mise en place d'un réseau patrimoine culturel et archéologique. Donc, il y a la tête de réseau national, c'est Cécile, et puis donc, il y a des collègues dans les directions territoriales et dans les agences. Et donc, notamment, ici, c'est Eva qui est correspondante pour l'agence, donc pour les départements Ariège, Aude et Pyrénées-Orientales. Et donc, avoir justement les missions et le fonctionnement qu'on voit à terme. Voilà. Donc, également, l'idée de ce réseau, c'est l'appui technique. C'est ce qui a été dit tout à l'heure, en fait. C'est l'appui technique, l'expertise, veille technique et réglementaire. Donc, on a des documents aussi sur lesquels on s'appuie, donc qui sont téléchargeables sur le site onf.fr, avec un rendez-vous technique qui date de 2006, spécial sur forêt et patrimoine archéologique. Voilà. Et puis également une fiche technique lutter contre l'archéologie sauvage, sur quoi faire lors de découverte de pillage. Parce qu'en fait, il y a une mission importante aussi des collègues de terrain sur tout ce qui va être dresser les PV, ou du moins sanctionner ces fouilles illégales. Voilà. Alors, les limites du fonctionnement actuel, parce qu'en fait, il y a des difficultés en fait, à la mise en œuvre de ce fonctionnement, notamment sur la partie aménagement forestier que je connais bien, puisque c'est la partie que j'anime au niveau territorial. Alors, ce que je n'ai pas dit, oui, je ne me suis pas présenté, mais au niveau de mes missions, j'ai des missions sur les plans de gestion des forêts des collectivités et les forêts domaniales sur les régions Occitanie et PACA, donc la direction territoriale Midi-Méditerranée, qui représente 1 300 000 hectares de forêt. Voilà. Également des missions sur les changements climatiques et sur la télédétection, d'où le lien aussi avec le LIDAR. Et donc, je disais ça puisqu'en fait, lors de la consultation en amont des plans de gestion, en fait, il y a des difficultés de temps nécessaire déjà de savoir quelle forêt on va programmer, ensuite d'extraire les couches qui correspondent à ces forêts-là, de l'envoyer à la DRAC, qui, elle, de son côté aussi, doit récupérer les données dans un bon format, extraire les données de la base de données patriarche et faire les prescriptions. Et c'est vrai que dans le fonctionnement en fait, de tout ça, en fait, souvent, ça demande du temps. Et l'idée de, comment dire, parce que l'idée, c'est l'efficience et la prise en compte effective de ces vestiges. Et donc, c'est d'être synchrone, en fait, au moment de la récupération des données. Et on voit bien, en fait, on a des difficultés aussi bien de notre côté pour aller compiler toutes les données sur les 9 agences, ensuite extraire, etc. Et donc, la difficulté de ça, c'est qu'on n'a pas forcément des fois les données synchrones.
Et également, ces données ont une validité limitée dans le temps, c'est-à-dire que quand bien même on a consulté la DRAC et récupéré les données et qu'on les a mises dans le document de gestion, les aménagements forestiers, c'est un document qui est fait sur 20 ans. Et donc, en 20 ans, il peut s'en passer des choses, notamment avec l'arrivée du LIDAR, on va découvrir d'autres vestiges. Et donc, c'est illusoire un peu de croire que parce que c'est en consultant l'aménagement, on va avoir tous les vestiges archéologiques sur la forêt, puisqu'entre-temps, il va y avoir des découvertes qui vont être faites. Et donc, l'idée avec la DRAC Occitanie, c'est de passer d'une consultation au cas par cas sur les plans de gestion à une consultation globale sur l'ensemble des forêts publiques, de façon à avoir en permanence en fait, une donnée complète sur toutes les forêts publiques, mise à jour, donc à définir le pas, ce qui permet d'être beaucoup plus réactifs, nous, parce qu'on aura une donnée qui sera certes, qui aura peut-être un peu périmée, parce qu'on aura, qu'on aura récupéré tous les ans ou tous les 2 ans, mais en revanche, on aura gagné du temps sur la détection des sites et ça nous permettra de consulter assez rapidement la DRAC justement sur ces sites-là et notamment aussi de récupérer les prescriptions de gestion sur ces sites-là. Voilà. Donc, ce que je voulais dire également, c'est oui, donc la mise à jour en continu des données. Et ce sont des données également qui sont valables pour prendre en compte on va dire les vestiges archéologiques dans les plans de gestion, mais également dans la gestion courante, c'est-à-dire lors des coupes qu'on peut faire, et notamment la mise à jour de ces données-là, de la connaissance de ces données-là. Donc, il y a une double fonction au moment de la planification de la gestion, mais aussi au moment de la réalisation des coupes. Et également, on est confronté au changement climatique, comme vous le savez, au niveau des forêts, et la programmation des plans de gestion est quelque chose de plus en plus hasardeux, puisqu'on peut être amené à faire des changements dans les programmations de façon assez soudaine par rapport aux urgences, et consulter, je dirais, de façon urgente, ce n'est pas forcément des conditions qui sont intéressantes pour nous et pour la DRAC. Et donc, l'idée d'avoir un export sur l'ensemble des forêts publiques de la base de données Patriarche permet justement d'être plus réactif sur, on a comment dire, on a un plan de gestion qu'on doit mettre à jour, et bien comme ça on a la donnée directement, on n'a pas besoin de demander à la DRAC d'exporter la donnée Patriarche, on l'a directement à notre disposition, et ça permet d'être plus réactif pour nous aussi pour consulter. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que je pense qu'il y a de plus en plus d'intérêt à avoir de déporter en fait l'information pour nous des aménagements forestiers vers des bases de données externes qui soient mises à jour de façon plus fréquente. Voilà, c'est vraiment, mais c'est valable pour l'archéologie, mais c'est valable aussi pour les données environnementales, c'est valable pour beaucoup de données en fait. Donc l'objectif aussi, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et depuis l'arrivée du LIDAR. On voit bien d'ailleurs, le LIDAR, c'est vraiment je trouve intéressant, pas que pour le LIDAR, mais aussi pour, on va dire, la démarche projet qu'il y a autour et la mise en place le contact d'acteurs qui n'auraient pas forcément. C'est un moyen aussi pour se rencontrer et sur des projets, c'est un vecteur de sociabilité et d'échange, le LIDAR. Voilà. Et donc, ça nous a justement permis d'échanger dessus, ce qui était très intéressant. Et notamment si on veut faciliter les liens, donc avec le partage d'annuaires, enfin comment on le fait par des échanges. Et donc pour nous, l'objectif c'est de savoir à qui demander des informations de prescription sur les sites, et pour le SRA, de savoir à qui faire passer de nouvelles informations, les prescriptions. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif d'échanger les informations, les prescriptions. Également, comme on dit tout à l'heure, c'est former pour connaître. Donc ça peut être intéressant sur au niveau des enjeux, sur les zones à enjeux. S'il y a un enjeu constaté sur sauvegarde d'un type de vestige, en fait, de former de façon ciblée des personnels pour justement à la fois peut-être mieux connaître, mais également mieux prendre en compte dans la gestion forestière. Et également, je fais quelque chose aussi, c'est d'assurer des formations en continu, puisque les équipes nous changent, et que ça, c'est quelque chose que j'avais constaté quand j'étais en Aquitaine, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'équipe se renouvelle, et donc il faut aussi mettre à jour en continu ces formations-là. Et faire remonter les découvertes pour améliorer les connaissances et préserver ces nouvelles découvertes. Voilà, puisqu'en fait, effectivement, il y en a plein. Le LIDAR va nous y aider, mais je sais que les collègues sur le terrain aussi ont une bonne connaissance de ces données-là, quoi. Alors oui, je voulais en profiter avant de passer au LIDAR sur ce qu'on parlait tout à l'heure. C'était là. Voilà, on parlait tout à l'heure de la forêt de la Loubatière, sur est-ce que c'est en forêt domaniale ou pas. Alors, partager l'écran, sinon.
Pardon, j'ai pas vu. Ouais. Donc, la discussion tout à l'heure de savoir est-ce que l'église de Bâtière est en forêt domaniale ou en forêt publique ou pas. Sur le géoportail, alors c'est bien caché, mais vous avez accès à la couche des forêts publiques. Notamment sur carte, c'est si je reviens là, il faut aller en bas, données thématiques, développement durable, énergie, il y a forêt, et donc vous avez forêt publique. Et donc en consultant en fait, en fonction du site où vous êtes, comme ça vous savez si vous êtes en forêt publique ou pas, et donc ça permet aussi d'avoir des contacts locaux sur, voilà, et donc notamment Pierre qui a l'idée c'est que je lui passe aussi l'annuaire des contacts des personnes, voilà, de savoir qui contacter justement pour aller faire les fouilles, mais aussi pour faire remonter les informations et nous la prendre en compte dans la gestion forestière. Donc là, du coup, voilà. Merci. Juste après. Voilà. J'espère que c'est partagé. Oui. On ne va pas y arriver. Merci. Maintenant, je vais passer à la partie lidar forestier. Alors, c'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, l'utilisation des données lidar pour la gestion forestière. Donc, je vais vous parler de façon, je ne vais pas vous faire tout 2 heures sur le lidar, mais c'est juste pour montrer en fait ce qu'on peut faire avec les données lidar, avec les données standards, la modélisation lidar et des exemples de cartes qu'on produit. Et tout d'abord, comme je mets un grand merci à DRAC Occitanie et l'UMR Trace pour le partenariat et l'opportunité pour nous de pouvoir tester le lidar dans les forêts domaniales de Grésing et d'Agre, puisque c'était une belle opportunité. Ça nous a bien aidé également en amont du lidar HD, puisque ça nous a permis de tester avant sur des forêts, justement, de nous former et de tester aussi la méthodologie. Donc, le principe, vous connaissez le lidar qui vous a été présenté. Donc, on a l'émetteur lidar, on récupère un nuage de points, et donc avec des points de végétation et des points sol. Donc, en archéologie, on récupère les points sol par rapport au MNT, même s'il y a un filtre, effectivement, comme l'avait dit Nicolas. Mais nous, on récupère à la fois le MNT et le nuage de points végétation et le MNS, en fait, le modèle numérique de surface, pour pouvoir l'exploiter et faire des modélisations. Donc, on utilise toutes les données, sauf, bien sûr, on exclut les pylônes, les bâtiments. Donc, il y a eu, il faut savoir également que la première valorisation des données LIDAR pour la gestion forestière, en fait, a été de façon concomitante avec le vol qui a eu lieu à Velay-en-Haye en 2007. Donc, pour nous également, c'était aussi le début de l'aventure LIDAR. Et donc, de 2007 à 2017, en fait, il y a eu un travail sur la mise en place de la chaîne de production LIDAR. Nicolas, n'hésite pas si au niveau du temps. Et donc, on a par exemple ici un exemple de MNT donc, à droite, forêt domaniale d'Agre, donc à côté de Montèche. Et donc, on voit bien tout ce qu'on peut voir sur le lidar et qu'on ne voit pas sur la photographie aérienne.
Et donc, nous, alors, on l'utilise également pour tout ce qui est desserte forestière, hein, les réseaux de routes et de pistes qu'on connaît pas trop mal en plaine, mais qu'en montagne, c'est pas forcément simple. Et également par rapport à l'exploitabilité, également en montagne, les pentes, on va dire les obstacles, tout ça. Donc, c'est vraiment une aide intéressante pour nous au niveau de la localisation de la desserte. Des fois, on a des dessertes qu'on avait positionnées à peu près, on se rend compte avec le lidar qu'on était à côté, quoi. Donc, le positionnement de la desserte est quelque chose d'important. D'ailleurs, on voit ici un petit tertre de forêt d'âge. Qu'on ne voit pas du tout sur les photos et que j'avais vu d'ailleurs à la tournée sur l'aménagement forestier, justement, on avait vu ce tertre. Comment? Ah, je ne sais pas, vous voyez la flèche ou pas? Non. C'est un site que j'ai montré hier. Ouais. Une motte. Alors, on a également aussi des données sur les hauteurs d'arbres, hein, parce que le LIDAR permet d'avoir des données très précises sur les hauteurs d'arbres, sans modéliser. Hein, on a directement la donnée avec le MNH, hein, la donnée sur les hauteurs d'arbres. Donc, très haute précision des données à 50 cm près, hein, ce qui est meilleur, ce qu'on peut faire, nous, avec des vertex, hein, avec des mesures, on va dire, d'outils dédiés. Et également une très haute résolution spatiale, inférieure à 1 mètre. Donc, on a vraiment une très haute précision sur les données hauteurs. Donc là, c'est l'exemple de la forêt domaniale de la Barousse, sur laquelle également on a fait des vols lidar en test. Et alors, la modélisation lidar, pour nous, au niveau de la gestion forestière, elle est optimale quand on fait des mesures de placettes de calibration sur le terrain. Puisque l'objectif, c'est d'arriver à avoir des données également dendrométriques sur les diamètres, sur les volumes, tout ça. Et donc, le principe, c'est qu'on a des algorithmes en fait, qui permettent de déterminer ici les apex des arbres et d'identifier ici un nuage de points qui correspond à un arbre. Voilà. Donc, du coup, là, je viens le bon, je peux mettre le compteur aussi. Je ne sais pas si merci. Donc là, ici, on a la détection automatique des apex, auquel en fait on associe le nuage de points lidar et associé à un apex. Voilà, ce qui nous permet d'avoir des données, un nuage de points associé à un arbre. Et donc à ces nuages en fait correspondant à un arbre, on associe donc la hauteur de l'arbre, la forme du houppier. On voit ici, on ne voit pas trop, mais il y a un angle ici de houppier qu'on est capable de déterminer. Également le volume, c'est-à-dire le volume global de ce houppier-là. Voilà. D'accord? Ici, c'est une vue de dessus. Donc là, ici, les points noirs, ici, ça correspond au point rouge ici. Et donc, à chaque arbre, en fait, correspond ici un nuage de points. On voit dessus, d'accord? Donc, on a les hauteurs ici. Et de façon parallèle au vol, donc plus ou moins 2 saisons de végétation, entre le vol et donc plus ou moins 2 ans, en fait, entre le vol et les mesures terrain. En fait, on va faire des mesures sur le terrain en positionnant exactement, on a fait des placettes, donc Nicolas est venu nous accompagner pour une journée. On prend des mesures sur le terrain avec l'essence, le diamètre, azimut, pour pouvoir repositionner dans le nuage de points en fait, les arbres. Et après, on fait des associations entre les arbres qui ont été détectés dans le nuage de points avec le lidar et les arbres qu'on a mesurés sur le terrain, de façon à faire une association entre les deux. Et donc, on dit, tel arbre, on le connaît, on l'a mesuré, il fait tel diamètre, c'est telle essence, voilà. Et ça permet d'associer en fait, les deux. Et donc, on est capable de dire, tel arbre, c'est tel qui est mesuré, ça correspond à telle hauteur, telle forme de houppier, telle forme de houppier, tel volume de houppier. Voilà. Et donc, ce qu'on fait après, on fait de la modélisation sur les placettes. D'accord? Donc, de façon assez schématique, plus un arbre il est grand, plus il a un gros volume de houppier et plus il va avoir un gros diamètre. Voilà. Donc la modélisation est faite de cette façon-là. Je schématise, mais c'est ça en fait. C'est la modélisation qui est faite là-dessus. Et donc on est capable de le faire, d'autant plus qu'on a mesuré les arbres sur les placettes et qu'on a les données exactes. Également, la forme du houppier nous indique sur est-ce que c'est une essence feuillue ou résineuse. C'est-à-dire que les résineux vont avoir des formes de houppier plus coniques, alors que les feuillus vont avoir des houppiers plus ronds. Voilà.
Et donc, on fait des modélisations sur la base des placettes. Des placettes qui font 15 mètres de rayon, et donc 26 mètres 50, comme si on prenait un carré de 26 mètres 50 de côté. En termes de surface, c'est des placettes de cet art. Et une fois qu'on a fait la modélisation sur les placettes, ici, et qu'on a caractérisé, on a fait la modélisation sur les placettes, on est capable d'extrapoler à l'ensemble de la forêt, en dehors des placettes. D'accord ? Et donc, ça paraît simple, mais au final, il a quand même fallu 10 ans pour mettre en place toutes ces chaînes de production de données à des précisions qu'on n'est pas capable d'avoir aujourd'hui, enfin, avec ces méthodes anciennes. Donc là, c'est un exemple de carte produite. Donc là, on n'est pas sur d'analyse directe du lidar, on est sur de la modélisation, et donc avec de la modélisation avec des pixels de 26 mètres 50 de côté qui correspond à une taille de placette. En fait, un pixel égale à peu près une taille de placette de calibration. Et donc là, ici, c'est les diamètres dominants, hein, c'est-à-dire c'est les diamètres des 100 plus gros arbres à l'hectare. Alors sur la forêt de grazing, c'est une modélisation qui a bien fonctionné. Hein, on avait plus ou moins 9% d'écart sur un pixel, par pixel. Mais nous, on ne gère pas au pixel. Donc, on sait très bien que ces données-là vont être encore plus précises quand on va travailler à l'échelle de la parcelle. Donc, ce qui est une très bonne précision pour nous. Donc là, comme on gère à l'échelle de peuplement. Hein. Donc là, c'est le découpage ici des unités de peuplement, on va dire homogènes, et sur lesquelles on a des moyennes, ici des diamètres dominants, sur la base de ces polygones de peuplement homogènes, enfin considérés comme homogènes. Ça permet d'identifier là où les arbres sont les plus gros et là où les arbres sont les moins gros. On a d'autres données qui peuvent être produites avec la résolution justement d'un pixel de 26 mètres 50 de côté. On peut avoir les hauteurs dominantes. Donc, c'est une donnée qui est produite mais qui n'est pas modélisée, comme je disais tout à l'heure, parce qu'elle est fiable, on va dire, naturellement, enfin, à la base. Le diamètre moyen, donc on arrive enfin, sur la forêt de grazing et d'algues, en fait, ont été modélisées avec des erreurs de plus ou moins 14%. La surface terrière, c'est-à-dire la notion de volume sur pied, plus ou moins 19%. Et densité plus ou moins 25%. Donc, plus on est sur des données qui concernent on va dire la canopée, et plus on est sur des données précises. C'est-à-dire que les arbres qui vont être dominés, hein, des chaînes dominées sous couvert, en fait, on va avoir du mal à les détecter, ils vont être cachés au niveau du nuage de points, et donc ils vont c'est ce qui va venir fausser un peu le modèle, notamment sur les densités. C'est pour ça qu'on est moins fiable, c'est que un petit arbre va compter autant qu'un gros arbre en densité, et donc on va avoir plus facilement des erreurs sur les densités, alors que sur les volumes, les diamètres dominants, en fait, on va être sur des données qui concernent des arbres qui sont bien visibles dans le nuage de points, parce qu'ils sont bien dans la canopée au-dessus, et donc là, on a des bonnes précisions. Et on travaille également pour modéliser des types de peuplement. Il y a un algorithme qui a été développé, également des cartographies des trouées dans les forêts, distinction des essences résineuses. Alors pour les feuillus, ce n'est pas possible, parce que les houppiers sont un peu compliqués à analyser, mais sur les résineux, ça fonctionne plutôt bien. Également un indice de maturité relative des forêts, qui est en cours d'expérimentation, pour voir les stades, les forêts les plus matures et les forêts les moins matures. Et également des volumes de combustible sous couvert forestier, puisqu'effectivement, il y a des analyses de combustible qui sont faites par les services on va dire de la défense des forêts contre l'incendie, mais généralement, c'est des données qui sont basées sur des couverts vus dessus, et vous voyez rien sous couvert forestier. Là, justement, ça permet d'analyser le combustible sous couvert forestier. Donc, on voit bien que tout, même dans la couche végétation, à l'intérieur de la couche végétation, il y a encore d'autres données qu'on peut arriver à exploiter. Voilà, c'est terminé.